Salut, c'est Marianne l'agroforestière et cette semaine, je te parle d'une histoire de chèvre. Elle est née en 1900 quelque chose et elle sentait la rose. Elle récolte son foin à l'ombre de gros sapins. Amoureuse des abeilles, elle en perd son sommeil. C'est Marianne Brière, On a tous déjà vu quelque part une vidéo d'une chèvre qui tombe raide sur le côté. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un phénomène qui est présent chez toutes les chèvres. Donc, cette semaine, c'est un épisode différent, en fait, qui est un petit peu plus à base scientifique. Donc, j'essaie un autre format, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, en fait, la myotonie de la chèvre, donc c'est comme ça que ça s'appelle ce phénomène-là, de la chèvre qui tombe, a souvent piqué, en fait, la curiosité des gens qui s'y attardent. Puis même si ce phénomène-là arrive au niveau d'une contraction musculaire soudaine, longue, ça semble se manifester au moment où les chèvres sont stressées. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une maladie, une pathologie qui concerne le système nerveux. C'est plutôt une maladie qui concerne le système musculo-squelettique. C'est une maladie héréditaire qui est aussi présente chez l'humain, ce qui fait que la chèvre myotonique est un bon modèle d'étude, en fait, pour nous. La myotonie de la chèvre, elle va se manifester par vraiment sous l'effet du stress, puis les muscles qui vont se raidir, ce qui va faire tomber la chèvre. Cette caractéristique génétique-là, comme je l'ai dit, elle n'est pas présente chez toutes les chèvres. C'est vraiment une tare génétique qui est présente chez une race précise de chèvres qui s'appelle en fait la chèvre myotonique du Tennessee. C'est un nom souvent utilisé pour cette race-là aussi. On appelle ça aussi la fainting goat, qui peut être traduit en français boboche, mais ça veut dire la chèvre qui s'évanouit. Mais en fait, la chèvre, elle s'évanouit pas du tout. Donc, comme je l'ai dit, la myotonie, c'est une maladie musculaire. Puis les chèvres qui en sont atteintes, ils ont un délai anormal de relaxation musculaire suite à la contraction musculaire volontaire. Puis, c'est important un peu de comprendre le principe d'une contraction musculaire pour comprendre un petit peu la maladie. Donc, la contraction musculaire est rendue possible là, grâce à vraiment une multitude d'échanges ioniques dans les cellules musculaires. Donc, de chaque côté de la membrane plasmique de nos fibres musculaires squelettiques, il va y avoir des échanges d'ions de calcium, de sodium, de potassium. Puis, c'est ces échanges d'ions-là qui vont permettre de créer des différences de concentration de chaque côté de la membrane de la fibre musculaire. Puis ça va faire en sorte que la contraction musculaire elle va être possible. C'est vraiment résumé là, de manière très grossière. Puis, ce qui est arrivé, c'est que pendant de longues années, on ne s'est pas, en fait, nécessairement soucié d'un autre ion qui est le chlore. Puis, en fait, le chlore, dans ce temps-là, il y a plusieurs années, était considéré vraiment comme une nuisance par rapport à l'obtention là, de charges électriques qui permettent la contraction musculaire. Puis, on s'est rendu compte que le chlore jouait vraiment un rôle important pour exciter les neurones puis les fibres musculaires pour vraiment faire en sorte qu'on ait une contraction musculaire comme résultat. Puis, chaque ion, en fait, a ce qu'on appelle un type de canal précis. Donc, les ions de chlore à travers la membrane de la fibre musculaire vont passer par des canaux spéciaux. Les ions de potassium vont passer par d'autres types de canaux. Puis, pour la classe des mammifères, il y a 9 canaux de chlore qui ont été identifiés. Puis, il y a un canal précisément qui s'appelle le CLC1. C'est vraiment le plus important pour le système musculo-squelettique. Puis ça va être à ce niveau-là, en fait, qu'il va y avoir une mutation au niveau d'un gène, ce qui va faire en sorte que ça va modifier ce canal-là, le CLC1. Donc, ça va faire en sorte que la contraction musculaire, elle va être faite, mais il va y avoir un défaut au niveau de la relaxation musculaire pour les chèvres qui sont myotoniques. Puis,
en fait, ce qui est vraiment particulier parce que les origines de cette chèvre-là sont vraiment mystérieuses. Là. Dans les études scientifiques, là, on n'a comme pas on n'a pas d'origine là, particulière. Donc, il y a 2 théories qui semblaient les plus acceptables, si on veut. La première théorie, c'est celle qui est vraiment la plus floue, là, qui est possible d'être... en tout cas, que j'ai trouvé dans la littérature. Il y a un certain article qui date de 1930 qui mentionnerait qu'une lettre aurait été écrite à Monsieur J. L. Loche, l'auteur de l'article, par un certain R.J. Good qui raconte l'histoire de l'origine de la chèvre myotonique du Tennessee. Donc, on s'entend qu'on a joué au téléphone arabe probablement. Mais bon, c'est une théorie, je vais vous l'expliquer. Donc, les premiers individus connus de la race de la chèvre myotonique du Tennessee auraient été possiblement vendus vers 1880 par un étranger dont personne connaît le nom à un certain Dr. Mayberry dans le comté de Marshall au Tennessee. Cet étranger-là, il s'arrivait avec 4 belles chèvres et une vache, puis il aurait demandé l'asile au docteur pour ses bêtes et lui-même en échange de tâches diverses. Donc, de nettoyer la maison, nettoyer le terrain, faire des tâches ménagères, etc. Donc là, l'étranger a habité quelque temps chez le docteur Mayberry, puis cet étranger-là, il serait parti de la résidence après avoir vendu ses animaux sans avoir partagé l'endroit d'où venaient ses chèvres. Donc là, le docteur Mayberry... il est quand même présent dans une autre version de l'histoire. Donc, il est possible de croire que la version ci-dessus est peut-être pas si loin de la réalité. Donc ça, c'est la première version. Puis il y a la deuxième version où il y aurait un certain John Tisley qui proviendrait de la Nouvelle-Écosse, qui se serait installé au centre du Tennessee, accompagné de son bouc et de ses 3 chèvres. Puis ces chèvres avaient la particularité parfois de se raidir puis de tomber. Donc, ce qu'on raconte, c'est que M. Tinsley serait resté au Tennessee environ 1 année, se serait ensuite marié, puis il aurait vendu ses 4 chèvres au Dr. Mayberry. Dans la version précédente, personne ne connaîtrait l'origine exacte des chèvres de M. Tinsley. Le docteur Mayberry s'est mis à faire l'élevage des chèvres, puis il croyait vraiment détenir des individus d'une race de chèvres inconnue, en découvrant que les bébés pouvaient devenir super raides et tomber au moindre stress. Donc, comme je l'ai dit, ce phénomène-là, il serait présent chez tous les individus de race pure, sans exception de la fameuse Tennessee Fainting Goat. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une bonne musculature, plus que des chèvres normales, est considérée comme prolifique. Fait que c'est une autre caractéristique intéressante qui pouvait être intéressante, surtout quand on voulait faire le commerce de chèvres dans le but de produire de la viande. En plus, ces chèvres-là, ils étaient plus faciles à garder au pâturage. Ils étaient moins aptes à grimper puis à sauter que les autres races de chèvres. Donc, c'était plus évident de les garder là, dans les champs puis avec des clôtures et tout ça. Il y a des éleveurs qui gardaient intentionnellement des chèvres myotoniques dans leur troupeau parce que ces chèvres-là pouvaient servir de proie. Donc, ce qui protégeait les autres chèvres des prédateurs. Donc, au moment où il y aurait un prédateur qui se présentait dans le champ, eh bien, la chèvre myotonique devenait stressée, évidemment, se raidissait, tombait sur le côté, tandis que toutes les autres chèvres pouvaient se sauver, puis il restait la chèvre myotonique par terre. Donc, évidemment, le prédateur, il voulait une proie facile, donc il se jetait sur les chèvres myotoniques. Donc, c'est le sacrifice des chèvres myotoniques donnait du temps aux autres animaux de s'enfuir, de se mettre à l'abri. Toutefois, aujourd'hui, la pratique, évidemment, est plus utilisée. Cette race de chèvres-là, maintenant, est utilisée surtout pour la production de viande, comme je l'ai mentionné, étant donné que ces chèvres-là, ils ont une hypertrophie musculaire. Donc, ils vont produire davantage de masse musculaire que d'autres races de chèvres. Ils vont aussi avoir moins de gras, puis ça va donner un meilleur rendement là, de carcasse. Le croisement entre une chèvre myotonique puis une chèvre de race boer a démontré une amélioration au niveau de la carcasse de la F1.
Ce qui fait que c'est un des arguments, en fait, de conserver cette race-là, puisqu'elle elle pourrait permettre d'améliorer le rendement en viande des autres races. Les chèvres myotoniques aussi, ils possèdent d'autres qualités qui sont quand même intéressantes. Ils sont reconnus pour un tempérament plus calme. Comme mentionné précédemment, contrairement à leurs amis des autres races, c'est pas des chèvres particulièrement habiles pour sauter. Puis, ça crée souvent, en fait, des crises myotoniques. Donc, l'animal, il va apprendre à éviter ce genre de comportement-là parce la chèvre, en fait, va enregistrer que quand elle tente de sauter, donc de faire un effort, donc elle crée un stress sur son corps, là, il y a une raideur qui s'installe dans ses muscles, puis elle tombe sur le côté, puis là, elle est mal prise. Donc, les animaux apprennent, en fait, qu'ils ont ce défaut-là. Puis, justement, comme je l'ai dit, c'est des chèvres qui sont plus faciles à garder au pâturage. Puis, cette chèvre-là, en fait, elle aurait aussi des bonnes qualités au niveau de la reproduction. Les femelles mettraient bas facilement, ce qui permettrait de limiter les problèmes là, lors de la mise bas. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette chèvre-là serait moins difficile à reproduire en contre-saison, donc lorsque les jours s'allongent. Parce que les chèvres, c'est des animaux qui se reproduisent lorsque les jours ils sont plus courts. Donc, ça fait le tour du sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de chèvre-là en chair et en os. Pour ma part, non. Mais c'est des petites bêtes. Déjà, je vous cacherai pas, la chèvre a une place spéciale dans mon cœur en tant qu'animal que j'ai découvert justement en faisant un stage. J'ai beaucoup adoré cet animal-là. Mais cette particularité-là, rend, ma foi, l'animal beaucoup plus sympathique. Donc, c'est comique. Donc, bref, je ne sais pas si vous partagez cette sympathie-là pour les chèvres, mais c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaie de faire des choses différentes. À chaque fois, j'essaie de trouver des sujets différents. J'essaie d'aller dans des angles différents. Parfois, je parle plus avec mon cœur. Parfois, c'est plus des choses plus scientifiques comme ici. Donc, il y avait un petit peu de science. On parle de génétique. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le mentionner. Par Instagram, sur la page Facebook des podcasts ou encore sur ma page Facebook. Tous ces liens-là vont se retrouver dans les notes de l'épisode. Donc, si vous avez des suggestions de sujets aussi pour le podcast, c'est toujours intéressant d'avoir des suggestions. Ça nous aide à produire du contenu, en fait, qui vous intéresse. Parce c'est bien beau produire du contenu que moi j'aime, mais c'est sûr que c'est toujours intéressant d'aller chercher des sujets qui intéressent les gens qui nous écoutent. Donc, voilà, c'était tout pour cette semaine. On se revoit dans 2 semaines. Salut!